Bonsoir à tous, 15h02 sur Océan FM et partout au Bénin. On joue les prolongations par rapport à la journée mondiale de lutte contre le cancer. On en parle autant que faire se peut. C'est le deuxième cancer au Bénin après celui du sein, alors qu'on peut l'éviter grâce à un vaccin. Le cancer du col de l'utérus continue de sévir dans les pays en développement, dont le Bénin. Je reçois encore aujourd'hui le cancérologue Dr Freddy Gnagnon pour en parler. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir madame. Voilà, donc vous êtes une deuxième fois avec nous pour parler de cette thématique. Aujourd'hui, c'est bien le cancer du col de l'utérus pour donc nous informer sur ce cancer ou bien davantage nous informer si vous aviez entre-temps reçu d'autres informations sur ce cancer. Je veux parler à vous, chers auditeurs, chers aimables auditeurs qui nous suivez actuellement sur la 88.6 en modulation de fréquence Focus Santé. Vous le savez, c'est aussi vos interventions, bien sûr, au numéro que vous connaissez à partir de 15h30 au 21 33 84 19 ou au 65 00 24 24. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de nous envoyer des messages par WhatsApp au numéro 65 00 24 24 et aussi au 65 00 28 28. Voilà donc pour les numéros, et ces numéros pour WhatsApp, c'est bien sûr tout au long de cette émission. Vous pouvez commencer par appeler après 15h30 pour vos différentes préoccupations sur le cancer du col de l'utérus et d'autres questions qui pourraient être donc relatives, on va dire, à cette thématique qu'on aborde aujourd'hui. Et je me retourne vers vous, docteur, pour parler de ce cancer-là, proprement dit. Avant d'en parler, on va savoir qu'est-ce que c'est que le col de l'utérus et quel est son rôle. Merci madame. Alors, avant de définir le col de l'utérus, il faut d'abord définir l'utérus. Oui. Alors l'utérus, c'est un organe de la femme, exclusivement de la femme, qui sert à contenir le futur bébé tout au long de la grossesse et à la fin de la grossesse à expulser ce bébé. Donc c'est l'organe qui contient le fœtus au cours de la grossesse et qui à la fin de la grossesse va permettre d'expulser ce fœtus en dehors du corps de la mère. Cet organe, pour bien fonctionner, a trois parties. La première partie, c'est le corps de l'utérus, c'est la plus grosse partie. Il y a une partie qui est intermédiaire, que les gynécologues appellent l'isthme. Mais la partie la plus inférieure, la partie la plus basse de l'utérus, c'est le col de l'utérus. C'est une petite partie de l'utérus qui a une forme de cône et qui est située dans le vagin. Voilà, donc le col de l'utérus, voilà comment on peut en fait le décrire et un peu le définir. Donc il a pour rôle également dans l'appareil génital de la femme de permettre de contenir le fœtus, c'est bien ça, comme l'utérus? Oui, c'est l'utérus qui va contenir le fœtus au cours de la grossesse, mais lors de l'accouchement, le col va s'ouvrir et permettre au fœtus qui est logé dans le corps de sortir par le col. Donc lors de l'accouchement, le col va s'ouvrir et le fœtus va pouvoir sortir. D'accord. Donc c'est ce qui permet la sortie, ça favorise donc la sortie du bébé du ventre de la mère. Donc ça joue donc un rôle très très important et l'une des maladies qui peut s'attaquer donc à cette partie de l'organisme, c'est bien le cancer. On en parle donc justement aujourd'hui. Et ce cancer-là, quand il s'attaque à ce col de l'utérus, comment on peut le décrire? Comment si on devrait avoir une définition comme les autres cancers, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Alors, je vais procéder de la même manière.
Oui. Il faut d'abord définir ce que c'est que le cancer. Le cancer, c'est quand des cellules, les cellules, c'est ces milliards de petites choses microscopiques que nous avons dans notre organisme et qui jouent un rôle très particulier dans chacun de nos organes. Alors quand ces cellules, quand une partie de ces cellules décide de se multiplier de manière anarchique, de ne plus accomplir leur rôle et échappe à tous les mécanismes que l'organisme utilise normalement pour les contrôler, on parle de cancer. Le cancer du col de l'utérus, c'est l'ensemble des proliférations malignes qui interviennent au niveau du col de l'utérus. C'est comme ça qu'on définit un cancer du col de l'utérus. Voilà, tels que les autres cancers, le cancer du sein, de la prostate et bien d'autres. Et quels sont les facteurs favorisants, puisque dans ce groupe de maladies, on parle plutôt de facteurs favorisants. Oui, alors... Les facteurs de risque. Les facteurs de risque, oui, je les avais expliqués la fois passée. Mais au niveau du cancer du col de l'utérus, le facteur favorisant, le premier coupable est un virus. Oui. C'est un virus qu'on appelle le HPV. Human pour dire humain, c'est le le virus du papillome humain. C'est Human Papilloma Virus. Okay? C'est en anglais. Oui, HPV, d'accord. Ouais. Ou en français, c'est le virus du papillome humain. Et donc ce virus-là est à l'origine de la quasi-totalité, de la majorité, sinon de la quasi-totalité des cancers du col de l'utérus. C'est ce virus-là qui va entrer dans le col de l'utérus et va modifier les cellules pour les rendre en griffes folles. Et c'est de là que commence le cancer. Alors, il faut savoir que ce virus, qui est le virus HPV, est la maladie sexuellement transmissible la plus fréquente dans le monde, en fait. Mais comme elle est très asymptomatique, on n'a pas de symptômes au début, c'est pourquoi elle est méconnue. Mais sinon, ce virus est une maladie sexuellement transmissible. Il se transmet lors des rapports sexuels, justement. Non, lors des rapports sexuels non protégés. Oui, des rapports sexuels non protégés et d'autres rapports, parce qu'il y a plusieurs types de virus HPV, mais seuls certains peuvent donner le cancer du col. Il y a des dizaines de types de virus HPV, mais certains seulement peuvent donner le cancer du col. Et ceux-là se transmettent essentiellement par les rapports sexuels. Et l'autre facteur de risque, puisque vous avez dit que le HPV est à la base de la majorité des cancers du col de l'utérus. Alors, en fait, les autres facteurs de risque ne traduisent que le risque de contacter ce virus. Je m'explique. Les autres facteurs de risque, c'est le nombre de partenaires sexuels. Donc, plus vous avez de partenaires sexuels, plus vous avez un risque élevé d'attraper un cancer du col. Mais en fait, c'est parce que si vous avez beaucoup de partenaires sexuels avec des rapports sexuels non protégés, vous avez plus de risque d'attraper le virus et donc plus de risque d'attraper le cancer. Donc, tous les autres facteurs de risque, en fait, sont liés à la vie sexuelle de la femme. Donc, alors, si je vais les résumer, c'est le nombre de partenaires sexuels. Si une femme a beaucoup de partenaires sexuels, elle a un risque un peu plus élevé de développer un cancer du col de l'utérus après. Si elle a des rapports sexuels non protégés, elle a un risque de développer le cancer du col de l'utérus après. Si les premiers rapports sexuels sont très, très précoces, à l'âge très jeune, ça signifie que le virus a infecté le col de l'utérus, alors que la jeune fille a un col de l'utérus qui est immature, un col qui est fragile. Et donc très vite, le cancer pourra se développer sur ce col-là. Si la femme a eu son premier enfant très tôt, donc le risque qu'elle a eu le virus est aussi augmenté, alors dans ce cas aussi, le risque de développer le cancer du col augmente. Il y a d'autres facteurs comme la contraception. Donc tous ces facteurs que vous voyez là, en fait, sont liés au risque d'attraper le virus. D'accord, donc c'est le virus qui est au centre de tout ça. Tout. Maintenant, il y a un autre facteur de risque qu'il faut signer, c'est le tabagisme, mais qui est un facteur de risque un peu, qui n'est pas très puissant comme facteur de risque pour le cancer du col. Il y a le tabagisme qui est aussi cité. En matière de pourcentage, on pourrait l'estimer à combien? Je ne saurais le dire exactement, mais je sais que plus de 90% des cancers du col de l'utérus sont dus au virus HPV. Et donc, c'est très infime le pourcentage qui pourrait être dû au tabagisme, en fait. D'accord. Donc, l'essentiel, sinon le plus grand ennemi, c'est le virus, le papillomavirus, ça se dit comme ça aussi. Oui, papillomavirus. Oui. Mais puisque c'est une infection, sinon ça se transmet par les rapports sexuels, est-ce que les hommes également n'attrapent pas ce virus? Si. Les hommes attrapent ce virus et ce virus est suspecté dans les cancers de la verge chez l'homme. Et de plus en plus, avec ce qu'on appelle les rapports sexuels bucco-génitaux, ce virus est suspecté dans l'augmentation de la fréquence des cancers ORL chez les jeunes.
Donc, ce virus aussi peut être responsable des cancers ORL. ORL, c'est-à-dire les cancers de la bouche, de la gorge et des voies respiratoires. Donc, on observe une augmentation de la fréquence de ces cancers de la bouche, de la gorge, et donc qu'on appelle les cancers ORL, et qui seraient liés en fait à ces habitudes sexuelles. Donc, la fellation, le cunnilingus, oui. Voilà. Et toutes ces caresses, on va dire, ces préliminaires et autres entrant en ligne de compte pour les rapports sexuels. Donc, et on a parlé du papillomavirus, c'est donc un virus qui s'attaque aussi aux hommes. Donc, on retient la chose comme ça. Bon, je vous rappelle que je reçois en ce moment le docteur, le cancérologue Freddy Gnagnon, qui est cancérologue au CNHU de Cotonou. Il nous entretient sur le cancer du col de l'utérus. Et si on doit estimer ce cancer-là au Bénin, je veux parler bien sûr du nombre de personnes atteintes, les femmes bien sûr. On s'attend à combien cette maladie a touché combien de personnes au Bénin, de femmes au Bénin, puisqu'il s'agit là du deuxième cancer au Bénin, donc c'est tellement important. Les statistiques dont on dispose, ce sont les statistiques de l'OMS. Et selon ces statistiques, en 2012, 781 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus ont été diagnostiqués au Bénin. 781 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus. Et le nombre de décès liés au cancer du col de l'utérus au Bénin en 2012 était de 482 décès liés au cancer du col de l'utérus au Bénin en 2012. Donc à peu près 500 personnes décédées cette année-là du cancer du col de l'utérus en 2012. Et il faut savoir que c'est un cancer dont l'incidence et dont la mortalité augmente dans nos pays. Donc en 2014, si les chiffres sortent, ça doit être légèrement plus élevé que ce que je viens de vous donner. Augmentation, c'est donc très important de s'appesantir sur ce cancer-là qui a pourtant un vaccin. On va parler donc de la prévention maintenant. Le vaccin, de quoi il s'agit? Dites-nous tout. Alors, ce cancer, comme on l'a dit tantôt, est dû dans la majorité des cas à un virus. Et donc, si l'on peut vacciner la femme contre le virus, on vaccine indirectement la femme contre le cancer. Donc, les recherches ont été menées depuis plusieurs années pour isoler sur des virus les parties qui pouvaient immuniser la femme, c'est-à-dire préparer son organisme à lutter contre le virus. Donc, tout ça a permis de faire un vaccin qui, quand il est injecté aux jeunes filles avant les premiers rapports sexuels, les protège contre le virus et donc contre le cancer. Mais il s'agit d'un vaccin relativement récent par rapport aux anciens vaccins et son efficacité a été longuement étudiée. Elle varierait de 70 à 100%. Donc ce vaccin pourrait protéger 70 à 100% des jeunes filles qui sont vaccinées. Mais la condition est qu'il faut les vacciner avant les premiers rapports sexuels. C'est-à-dire, il faut avoir quel âge? Une jeune fille qui sera vaccinée, elle doit se situer entre quel âge, quelle tranche d'âge? En général, entre 9 et 15 ans. Mais avant les premiers rapports sexuels, c'est préférable. Parce que au cours des premiers rapports sexuels, je vous ai dit que le HPV est l'infection sexuelle la plus fréquente. Donc, au cours des premiers rapports sexuels, si elle a contracté le virus avant d'être vaccinée, ce vaccin est inutile. Donc, l'objectif, c'est de la vacciner avant qu'elle ne contracte le virus et donc de la vacciner avant les premiers rapports sexuels. C'est ça qui est très important. Voilà. Et ce vaccin, comment on l'appelle? Alors, vous avez, je ne vais pas faire de la publicité pour les laboratoires. Vous avez plusieurs vaccins. Il y a les vaccins, parce qu'il y a plusieurs virus qui peuvent donner le cancer du col de l'utérus. Et donc, il y a un vaccin qu'on appelle le vaccin bivalent. Le vaccin bivalent, bi, ça signifie deux. Ça signifie qu'ils ont pris les protéines de deux virus pour mettre dans le vaccin et pour vacciner les jeunes filles. Il y a le vaccin quadrivalent, c'est-à-dire qu'ils ont pris les protéines de 4 virus pour mettre dans ce vaccin et vacciner les jeunes filles. Maintenant, en général, le schéma thérapeutique, c'est quoi? On fait une vaccination, une injection, qu'on répète 6 mois plus tard. Si c'est une jeune fille, c'est une fille très jeune, on le répète 6 mois plus tard et ça peut suffire. Donc il faut se faire vacciner 2 fois. Oui, se faire injecter la dose 2 fois. D'accord. Okay, c'est une dose qui est prise sur, disons 2 fois. Oui, en injection intramusculaire. Si c'est une fille de 9 ans par exemple, vous lui faites la première dose maintenant. Et puis dans 6 mois, vous lui faites la seconde dose. En général, ça suffit. Maintenant, si c'est une fille qui est vue plus tardivement, c'est-à-dire une fille de 15 ans ou un peu plus, il faut lui faire une injection
vous le répétez 6 mois plus tard, puis vous répétez cela 1 an plus tard. Donc le schéma peut être un peu modifié en fonction de l'âge de la jeune fille. Mais voilà, c'est 2 à 3 injections en moyenne. Mais il faudrait peut-être prendre des précautions. Par exemple, une fille de 15 ans, on ne sait pas si elle est déjà sexuellement active. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un test d'abord avant de lui injecter le vaccin, avant de la faire vacciner? Oui, mais en termes de santé publique, on définit une cible. C'est-à-dire, quand le médecin de santé publique arrive quelque part, il dit, bon, je vais vacciner toutes les jeunes filles de tel âge. Et il a estimé déjà à l'avance le risque que ces filles aient déjà eu le rapport sexuel. Donc, tous ces calculs sont faits à l'avance. Et si tout va bien, je pense qu'au Bénin cette année, les premières filles vont commencer à être vaccinées par le ministère de la Santé publique au Bénin. Donc, le ministère, le programme national de vaccination, le ministère de la Santé publique a prévu de faire ce qu'on appelle une démonstration. Donc, de prendre 2 départements au Bénin, de vacciner les jeunes filles pour un peu démontrer l'innocuité de ce vaccin et montrer aux parents son importance. Et puis, si ce vaccin est adopté, on pourra vacciner les jeunes filles sur toute l'étendue du territoire. De manière gratuite? Probablement, c'est à l'étude, parce que l'objectif, c'est d'introduire ce vaccin dans le programme élargi de vaccination, pour que toutes les jeunes filles puissent en bénéficier. Mais pour cette année, ce sera uniquement les jeunes filles qui vont être sélectionnées dans les régions pilotes du ministère de la Santé publique qui seront vaccinées gratuitement. Maintenant, quand ce vaccin aura été administré à ces jeunes filles, le ministère pourra l'étendre à toute la population du Bénin. Donc, c'est un projet. Ça doit se faire cette année si tout va bien. Et on parle du présent actuellement. Là, si une maman veut faire vacciner, ça peut être sa fille de 12 ans, de 11 ans, qu'est-ce qu'elle doit débourser? Quelles sont les démarches qu'elle doit faire? Alors, si actuellement là, le projet n'est pas encore arrivé, n'est pas encore installé, donc si une maman veut faire vacciner sa jeune fille maintenant, il va falloir qu'elle aille en pharmacie, qu'elle achète le vaccin. Je pense qu'il est déjà disponible en pharmacie. Là, je vais devoir vous donner un nom. C'est à la portée de tout le monde? Si j'ai bonne mémoire, la dose coûte entre 18 et 20 000 francs, si j'ai bonne mémoire. Donc, pour 3 doses, 2 à 3 doses, comptez 50 à 60 000 francs. Si j'ai bonne mémoire, hein, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire. 60 000 francs? Oui, pour les 3 doses. Le salaire de quelqu'un, ou bien en tout cas, parfois même il y a des salaires. Le SMIC, c'est à 40 000 francs. Oui, mais demandez-moi plutôt combien coûte le traitement d'un cancer déclaré du col de l'utérus et vous comprendrez que ces 60 000 francs ne sont strictement rien. La radiothérapie pour le cancer du col de l'utérus, il faut aller la faire au Ghana ou en Tunisie, c'est entre 3 et 5 millions. La chirurgie d'un cancer du col de l'utérus, vous dépenserez à Cotonou entre 500 000 et 1 million. Et puis la chimiothérapie, vous dépenserez au moins 1 à 2 millions pour une chimiothérapie de cancer du col. Et vous faites la somme. Et vous n'êtes même pas sûr à 100% de guérir une fois que le cancer est déclaré. Alors vous comparez ça aux 60 000 francs qu'il faut débourser pour faire vacciner votre jeune fille. Je pense que le calcul est très vite et bien fait. Donc il faut serrer la ceinture, fermer les yeux et acheter le vaccin le plus tôt possible pour permettre à sa fille dans le long terme de ne pas se faire contaminer par ce virus, le papillomavirus. Et c'est bien de ça qu'on parle aujourd'hui. Vous êtes sur Focus Santé. On vient là d'aborder le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cet aspect très important là, le vaccin qui quand même pourrait nous permettre d'évoluer en ce qui concerne les statistiques des personnes atteintes par ce cancer-là? Oui, il faut dire qu'il y a eu quelques controverses sur ce vaccin. Oui. Il y a eu des cas très rares d'effets secondaires, oui. Ce qu'on appelle la sclérose en plaques, qui est une maladie assez grave, et il y a quelques cas de sclérose ou de complications chez les jeunes filles en France. Après l'injection? Après l'injection, oui. Mais c'est vraiment très rare et c'est exceptionnel. C'est vraiment très rare et c'est exceptionnel. Mais il faut toujours informer les patients sur tous les risques des traitements que vous leur administrez. Et il y a un débat actuellement en France parce qu'après avoir vacciné un peu les jeunes filles, vous verrez sur les chaînes françaises, vous verrez beaucoup de publicités où on demande aux parents de faire vacciner leurs jeunes filles. Et maintenant, en France, ils étaient en train de vouloir passer à une étape supérieure où on imposerait la vaccination à l'école à toutes les jeunes filles, de manière systématique. Et cela fait un peu débat en France actuellement, parce que les gens estiment que la seconde méthode de prévention du cancer du col serait meilleure que le vaccin. Mais
Voilà, il y a cette petite controverse-là. Mais je pense que en France, ce que je ne vous ai pas dit, dans les pays européens, oui, le cancer du col de l'utérus est au-delà du 8e cancer. Pourquoi? Parce que la vaccination... La vaccination et la prévention par la seconde méthode dont je vous parlerai, oui, la vaccination et la prévention par la seconde méthode ont fait reculer ce cancer de très loin. Donc c'est devenu un cancer qui n'est plus très fréquent. Dans les pays occidentaux, il se rencontre surtout chez les femmes africaines qui ont émigré là-bas, chez les femmes maghrébiennes ou chez les femmes asiatiques qui ont émigré là-bas. Les femmes européennes qui sont bien suivies, en général, ont un taux très faible de ce cancer-là. Par rapport à nous, où c'est vraiment le deuxième cancer et c'est un problème de santé publique. 781 nouveaux cas au Bénin seulement. Donc, d'après moi, en France, ils ont un profil épidémiologique qui leur permet de surveiller les femmes. Mais chez nous, au Bénin, je pense que la vaccination, elle est très utile pour éviter tous ces décès, toutes ces souffrances que nous voyons tous les jours que Dieu fait à l'hôpital. Oui, malgré les effets secondaires, ces effets secondaires sont dus à quoi? C'est l'organisme de ces filles qui ont été vaccinées. Oui, mais il faut le répéter, c'est très exceptionnel. C'est un cas pour... c'est vraiment très exceptionnel. Et c'est en fait, je pense, leur système immunitaire qui réagit de manière un peu disproportionnée à la vaccination. En Europe, ça fait un débat parce qu'ils ont beaucoup d'autres méthodes. Hein, et que ce n'est plus un problème de santé publique chez eux. Mais chez nous, c'en est un actuellement. Il y a un grand problème de santé publique. Donc je pense qu'on ne pourra pas, à notre niveau, se passer de la vaccination. Oui, mais on doit quand même parler des effets secondaires. Oui. Si ce n'est pas les scléroses dont vous parlez, quels sont les effets secondaires en question qui peuvent subvenir? Oui, les autres effets secondaires sont très minimes. Hein. C'est peut-être un peu de rougeur au point d'injection, un peu de douleur. Les effets secondaires de toute vaccination. Hein. C'est vraiment le plus grave effet secondaire qui a été rapporté, c'est celui-là. Mais les autres effets secondaires sont vraiment minimes. C'est les petites rougeurs au point d'injection, comme toute vaccination. On avait dit la même chose du vaccin contre l'hépatite B. Et pourtant, aujourd'hui, ce vaccin est intégré dans le programme élargi de vaccination, dans le PEV. Il y a quelques années, quand on a vu les premiers effets secondaires de la vaccination contre l'hépatite B, il y avait eu les mêmes réactions. Mais maintenant, ce vaccin est dans le programme élargi de vaccination et puis tous les enfants sont immunisés maintenant parce que c'est très important. Voilà, et que ça entre dans les habitudes, c'est peut-être le début qui sera peut-être difficile, mais c'est important pour faire reculer le cancer du col de l'utérus de nos frontières. On parle maintenant de la deuxième prévention qu'on a survolé tout à l'heure. Quelle est cette deuxième prévention, cette deuxième méthode de prévention? Oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, la vaccination, elle s'adresse surtout aux jeunes filles, surtout qui n'ont pas eu les premiers rapports sexuels. Maintenant, que faire des femmes qui ont déjà eu le premier rapport sexuel, oui, celles qui sont les plus exposées? Alors, ce qu'il faut faire, c'est l'examen de référence, c'est ce qu'on appelle le frottis cervico-vaginal. Je vous explique. Oui. Entre le jour où le virus pénètre dans le col de la femme et le jour où elle va développer un cancer vrai, je dis ça, un cancer invasif, ce que j'appelle, je vous dis cancer vrai pour que vous compreniez, il y a une période de 10 à 20 ans. Entre la pénétration du virus et le déclenchement du cancer en bonne et due forme, il y a 10 à 20 ans. Pendant ces 10 à 20 ans, le col de l'utérus va subir des modifications. Les cellules vont devenir de plus en plus en griffes folles. Elles vont se modifier de manière progressive. Et donc, il suffit d'aller faire un petit prélèvement pratiquement indolore de ces cellules au niveau du col et de les faire lire au laboratoire et on voit les cellules en train de devenir folles. Et à un moment donné, lorsqu'elles sont en train de devenir trop folles et qu'elles s'approchent du cancer, on intervient et une petite intervention de 5-10 minutes permet de détruire toutes ces cellules-là. Donc c'est le frottis cervico-vaginal. Et ce frottis, vous allez chez votre gynécologue ou les médecins anatomopathologistes, ils vont vous faire le prélèvement au niveau du col et on va l'envoyer au laboratoire, on va vous le lire et vous saurez si vos cellules du col sont déjà en train de se transformer. Si elles sont déjà en train de se transformer, on peut brûler les cellules du col avec un produit très froid et toutes les détruire et elles vont cicatriser à nouveau. Ou bien alors un chirurgien peut aller réséquer la partie du col qui est atteinte et l'analyser et le col va régénérer après totalement sain comme s'il n'y avait rien eu auparavant. Vous avez vu une petite intervention, une petite manipulation de 5-10 minutes pour vous éviter d'avoir un cancer qui vous coûtera des millions et peut-être la vie après. Et donc cette méthode a largement fait ses preuves en Europe.
Elle a largement fait ses preuves. À partir d'un certain âge, toutes les femmes se soumettent à cette méthode-là. On dépiste le cancer alors qu'il n'en est même pas encore un, et on le traite avant qu'il ne soit un cancer très facilement. Et donc c'est surtout cette méthode-là qui avait permis de faire reculer le cancer du col dans les pays développés. La vaccination est une méthode un peu plus restante, mais ils interviennent à deux endroits différents. La vaccination, c'est la prévention primaire. Elle empêche le virus de s'installer en immunisant la jeune fille. Maintenant, le frottis, une fois que le virus est déjà installé, on va le voir très précocement et pouvoir arrêter cela avant que ça ne devienne un cancer en bonne et due forme. Voilà deux bonnes méthodes. Une sorte de dépistage pour voilà, pouvoir détecter. C'est le dépistage, non, détecter la phase avant le cancer. Ok, avant le cancer. C'est vrai que cette méthode peut aussi permettre de détecter le virus, mais on ne le fait pas en pratique courante au Bénin. Mais cette méthode permet au moins de détecter le cancer avant qu'il ne devienne un vrai cancer. Et est-ce qu'il faut le faire de manière répétitive? Tout à fait, tout à fait. Alors, pour les auditeurs qui souhaiteraient savoir comment on doit le faire, oui. Alors, il faut débuter le frottis cervico-vaginal 3 ans au plus tard après les premiers rapports sexuels. 3 ans au plus tard après les premiers rapports sexuels, sinon au plus tard à 21 ans, la femme doit débuter le frottis cervico-vaginal. 3 ans au plus tard après les premiers rapports sexuels, ou au plus à 21 ans, vous débutez les frottis cervico-vaginaux. Puis, vous les faites tous les ans. Vous les faites tous les ans. Chaque année? Oui, vous les faites tous les ans. Et puis, jusqu'à l'âge de 30 ans. Si à l'âge de 30 ans, vous avez eu 3 frottis qui sont normaux, on commence à espacer, on commence à le faire tous les 3 ans. D'accord? Donc, je répète, à partir de 21 ans, vous commencez, tous les ans, on le fait. Et puis, si à 30 ans, on a eu 3 frottis qui sont strictement normaux, on commence à espacer. Tous les 2 ou 3 ans à présent, on le fait. Et les femmes qui ont eu 70 ans et qui ont eu dans leurs 10 dernières années 3 frottis normaux n'ont plus besoin de faire le frottis. On s'en arrête là. Oui, on s'en arrête parce que je vous ai dit qu'il fallait 10 à 20 ans avant que le virus puisse créer les dégâts. Donc à 70 ans, si le col n'est pas atteint, même si elle prenait un virus à cet âge-là, vous voyez, ce sera à 90 ans. Voilà un peu. Donc à 70 ans, s'il y a eu 3 frottis qui sont normaux dans les 10 dernières années, la femme peut arrêter. Mais dans notre contexte, c'est un peu difficile pour les femmes. Ce que moi je leur dirais, c'est dès l'âge de 20-30 ans de commencer à faire le frottis cervico-vaginal régulièrement. Hein, à leur rythme. Mais il faut le faire régulièrement. Régulièrement, qu'est-ce que vous mettez dans régulièrement? C'est vrai qu'on a parlé de chaque année. Oui, chaque année, j'imagine un peu j'imagine un peu le coût parce que le frottis, il n'est pas douloureux, il ne pose pas de problème. C'est vraiment pas compliqué comme examen. C'est vraiment très simple à faire. Mais peut-être que les femmes vont se plaindre un peu du coût. Oui. Et donc, dans ce cas-là, la méthode rigoureuse que je leur ai donnée, peut-être qu'elles ne peuvent pas strictement la respecter. Mais alors, à défaut, faites fréquemment un frottis cervico-vaginal. Donc, disons aussi souvent tous les 3 ans, au moins. Les 4 ans. Au moins. Mais celles qui en ont les moyens, elles n'ont qu'à faire, comme on a dit, de manière annuelle, entre 20 et 30 ans, et puis espacer par la suite. Je pense que c'est mieux. On voit souvent des cancers du col, parfois chez des jeunes filles de 20-21 ans. Il nous est déjà arrivé d'en voir. C'est pas rare. Voilà, donc le frottis cervicaux, les frottis cervico-vaginaux, c'est bien la deuxième prévention. Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres quand on parle de méthodes préventives contre cette gangrène? Alors, le frottis cervico-vaginal, il faut prélever des cellules, il faut aller les analyser, ça coûte un peu cher. Il y a une autre méthode. On n'a pas le prix, c'est environ combien? C'est vrai que ça coûte cher, compte tenu du niveau de vie. Alors, ça va un peu dépendre des anatomopathologies. J'espère que je ne me trompe pas, mais je pense que ça doit être entre 10 et 20 000 francs, le frottis. 10 et 20 000 francs. J'espère que je ne me trompe pas, ça doit être entre 10 et 20 000 francs. Maintenant, il y a une autre méthode qui est plus simple. Un peu moins précise que le frottis, mais plus simple. C'est-à-dire, elle est faite par les sages-femmes et les gynécologues. Et donc, il s'agit de badigeonner. La sage-femme ou le gynécologue met un spéculum en place et badigeonne le col avec de l'acide acétique, ça ne fait pas mal. Ou avec du Lugol. Et quand il voit certaines lésions, alors il fait biopsier la femme par un gynécologue ou un autre médecin. Cette méthode est beaucoup plus facile. L'acide acétique, c'est du vinaigre dilué et le Lugol, c'est un peu d'iode. Donc, c'est une méthode très facile.
Et actuellement, la direction de la santé de la mère et de l'enfant du ministère de la Santé publique est en train de former les sages-femmes à l'échelle nationale. Donc, très bientôt, les personnes pourront aller chez le sage-femme et leur demander. Ça s'appelle IVA, IVL. IVA, IVL, inspection visuelle à l'acide acétique et inspection visuelle au Lugol. IVA, IVL. IVL, oui. Vous allez chez votre femme, chez votre sage-femme ou chez votre gynécologue, vous lui dites IVA, IVL. Les sages-femmes sont maintenant formées et les gynécologues sont naturellement formés à cela. Donc ça peut vous revenir un peu moins cher. Et maintenant, quand les femmes ont une IVA ou une IVL positive, quand on suspecte une lésion sur cet examen-là, maintenant on les envoie faire une biopsie qui va confirmer la lésion précancéreuse qui va être traitée de la même manière. Et ça coûte un peu moins cher que de faire le frottis. Et je pense que l'option du ministère de la Santé, c'est un peu de vulgariser cette méthode-là à l'échelle nationale pour que le maximum de femmes puissent être dépistées à temps. Voilà une autre méthode aussi. Et c'est la dernière ou bien il y en a encore une panoplie? Non, à ma connaissance, c'est la méthode la plus pratique. Hein. Il y en a d'autres qui consistent à rechercher le virus dans le corps pour voir si c'est un virus pathogène, tout ça, c'est très compliqué. Mais en ce qui nous concerne, ce qui va être opérationnel au Bénin, c'est l'IVA-IVL pour toutes les femmes, c'est le frottis cervico-vaginal pour les femmes qui en ont les moyens, et c'est la vaccination pour toutes les jeunes filles qui ne possèdent pas de contre-indication. Et ce sera tout. Contre-indication. Oui. En fait, qui ont déjà des maladies neurologiques ou des choses comme ça. Ce sera vu au cas par cas. Il y a toujours un médecin qui voit les jeunes filles avant de les vacciner. D'accord. Voilà donc pour la prévention en ce qui concerne donc le cancer du col de l'utérus, le sujet du jour. Et je rappelle que vous pouvez nous appeler au 65 00 24 24 et au 21 33 84 19 ou des messages WhatsApp au 65 00 28 28 ou le 65 00 24. Et en parlant de messages, il y en a un qui nous demande les symptômes. Est-ce que on peut parler de symptômes en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus? Oui, il y a et je remercie l'auditeur pour cette question. Il y a des symptômes qui doivent alarmer. Mais avant de vous parler des symptômes, je dois vous dire quelque chose. Lorsqu'il y a les symptômes, en général, ça signifie qu'il y a déjà un cancer du col qui est déjà invasif, qui est déjà là. Et donc, le plus important, c'est de pouvoir avoir le cancer avant même ces symptômes. Mais je vais quand même vous les donner. Oui. Alors, c'est surtout des saignements en dehors de la période des règles. Toute femme qui saigne en dehors de la période des règles, surtout si elle est déjà ménopausée, doit consulter dans les plus brefs délais. Une femme qui a déjà eu sa ménopause, qui a déjà arrêté ses règles, n'a plus le droit de saigner. Une femme qui saigne en dehors des règles, surtout si c'est une femme ménopausée, ça c'est un signe qui doit alarmer. Le plus tôt possible, il faut aller consulter à l'hôpital. En plus de ces symptômes, il y a les femmes qui, lors des rapports sexuels, ont des saignements. Les femmes qui, lorsqu'elles font des rapports sexuels, après les rapports sexuels, elles ont des saignements. Ça signifie qu'il y a déjà une petite tumeur qui saigne déjà au niveau du col. Et le traumatisme du rapport sexuel va faire augmenter ce saignement-là. Donc si vous avez des saignements lors des rapports sexuels, allez consulter votre gynécologue. Ça, c'est les signes vraiment les plus précoces dans la maladie même. Maintenant, l'utérus est situé entre la vessie, qui est l'organe urinaire, et le rectum, qui est l'organe de la défécation, l'organe digestif. Si le cancer a trop évolué déjà et qu'il a déjà atteint la vessie, vous pouvez avoir des signes urinaires qui vont jusqu'à la compression des reins, à des douleurs lombaires. Mais ça, c'est vraiment très tardif. Ça signifie que le cancer a déjà envahi tout le col, a fini avec le col et a déjà en train d'entamer la vessie. Ou alors, vous pouvez avoir des signes rectaux, mais ça, c'est trop tard déjà. Hein? Il ne faut plus qu'on voit les femmes à ce stade-là. Le stade auquel on doit voir les femmes, c'est avant que le cancer ne devienne invasif. Le traitement, il n'est pas cher, il est rapide, il ne coûte pratiquement rien. Okay, donc dès les débuts, il n'y a pas de symptômes pratiquement. C'est quand ça commence vraiment à se compliquer, à s'aggraver qu'on perçoit ces symptômes dont vous parlez. En général, oui. Au début, lorsque c'est le virus qui est en train de transformer le col, en général, vous n'avez aucun symptôme. Maintenant, c'est après, quand les lésions vont commencer à se constituer, à commencer à saigner, que vous aurez les premiers signes. Et c'est surtout les saignements en dehors des règles. Saignements en dehors des règles, il faut donc vite consulter. Pour la femme qui n'est pas ménopausée également, les saignements en dehors des règles doivent l'alerter.
Oui, la femme qui n'est pas ménopausée, qui a des saignements en dehors des règles, elle doit aller voir son gynécologue. C'est vrai, cela peut être un cancer du col de l'utérus, mais cela peut être d'autres maladies, dont certaines peuvent la tuer à plus bref échéance. Les grossesses extra-utérines aussi se manifestent par des saignements en dehors des règles. Et si l'on ne fait pas vite, la vie de la femme est en danger dans les heures ou les jours qui suivent, hein, ces saignements-là. Donc, d'autant plus chez ces femmes-là, il faut consulter quand vous avez des saignements en dehors des règles. Si ça vous paraît anormal, il faut consulter. Est-ce que les pertes peuvent être, on va dire, des signes annonciateurs? Oui. Alors, il y a des pertes qui peuvent annoncer le cancer du col. C'est des pertes blanchâtres, mais qui sont en général très nauséabondes. Si vous avez des pertes blanchâtres, surtout chez les femmes ménopausées, lorsque vous avez des pertes génitales, surtout lorsqu'elles sont malodorantes, il faut aller consulter. Et de notre côté, les soignants doivent toujours prendre la peine de mettre un spéculum pour regarder le col avant de prescrire. Ça, c'est aussi un autre paramètre qui est important. Parfois, les femmes, elles viennent en consultation, elles ne veulent pas se faire examiner, et parfois, les soignants sont un peu compliants, et ils vont prescrire un traitement sans regarder le col de l'utérus. Et ça, c'est une erreur que nous ne devons plus commettre en tant que soignants. Toujours mettre un spéculum et regarder le col de l'utérus. Ceci n'est pas valable, évidemment, chez les femmes, chez les jeunes filles qui sont vierges. Oui. Ça, c'est clair. Parce que si elle est vierge, elle n'a certainement pas contracté le virus, donc il n'y a pas de risque. Donc, ces filles vierges sont examinées de manière très minutieuse et de manière très spécifique par un gynécologue. D'accord. Voilà, donc symptômes, je pense qu'on a fini avec cette partie de l'émission. Les symptômes, est-ce qu'il y en a, il y a des douleurs au ventre, des douleurs sur une autre partie du corps, par exemple? Si, vous pouvez avoir des douleurs du bas-ventre, mais ces signes-là sont en général très tardifs. Parce que la partie extérieure du col, son innervation est très pauvre. Donc, la tumeur évolue très longtemps sur la partie extérieure du col sans que la femme n'ait mal. C'est pourquoi je n'insiste pas sur la douleur. Parce qu'en général, quand vous attendez d'avoir une douleur intense au niveau du bas-ventre, c'est déjà très souvent que la tumeur est avancée, qu'elle a déjà atteint les structures qui sont ailleurs et qui peuvent ressentir la douleur. Sur la partie extérieure du col, elle est très pauvre en fibres nerveuses pour la douleur. Donc, très souvent, la douleur n'est pas présente. Ce n'est pas le premier signe. Donc, n'attendez pas la douleur pour aller consulter. N'attendez pas la douleur pour aller consulter. Souvent, quand la douleur est là, c'est en général trop tard. Ça signifie que deux organes sont envahis, que des nerfs à côté sont envahis. Et c'est là, en général, c'est très tard. Voilà. Et il y a une question qui me vient là tout de suite à l'esprit. Quand une femme, ou bien quand à l'hôpital on découvre qu'elle est enceinte, et quand on lui découvre également le papillomavirus ou le cancer du col, qu'est-ce qui advient du fœtus? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça c'est une question de spécialiste en fait. C'est une question qui est difficile, qui est très difficile. Mais il y a un raisonnement qui est schématique. Oui. D'abord, le virus. La présence du virus lorsque la femme est enceinte ne pose pas de problème. On va la laisser évoluer, elle va accoucher, et puis après on va traiter la présence du virus avec les méthodes simples. Ce n'est pas un problème. Mais la présence d'un cancer invasif sur le col pendant que la femme est enceinte pose des problèmes. Parce que si vous attendez trop longtemps pour la traiter, vous allez perdre la femme. Donc, de manière schématique, au premier trimestre de la grossesse, la plupart des médecins vont interrompre la grossesse pour sauver la vie de la femme. Parce que si vous attendez que la grossesse, si vous attendez les 9 mois, au bout des 9 mois, le cancer est trop évolué et a déjà tué la mère. Vous risquez de perdre la mère et l'enfant. D'accord? Donc, si c'est vu tôt, au tout début de la grossesse, certains médecins vont proposer d'interrompre la grossesse pour traiter la mère et la sauver. Si c'est vu totalement à la fin de la grossesse, oui, l'enfant ne peut plus passer par le col de l'utérus qui est là tumoral. Alors, le gynécologue va faire ce qu'on appelle une césarienne pour sortir le bébé. Et dès que le bébé est sorti, ou pendant qu'on sort le bébé, on commence à traiter le cancer du col. Maintenant, la situation la plus difficile, c'est au milieu des deux, au deuxième trimestre, que faire? Et ça, c'est discuté au cas par cas. Il y a un conseil de médecins qui se réunit, même pour tous les cas d'ailleurs, un conseil de médecins se réunit pour discuter les avantages, les inconvénients, qu'est-ce que la femme souhaite, est-ce que c'est son seul enfant, est-ce qu'elle en a déjà 10. Plein d'autres facteurs vont entrer en jeu pour décider de quelque chose avec la femme et avec sa propre volonté pour que le traitement soit le mieux conduit. Mais voilà de manière schématique les raisonnements qu'on mène.
il y a des détails dont je vous fais grâce parce que c'est très technique. D'accord. Et peut-être ça fait partie de cette question-là, les complications du cancer du col de l'utérus. Est-ce qu'on peut en arriver? C'est vrai, il y a la mort au bout, et il y a la stérilité. Ah oui, il va y avoir des complications parce que le cancer, une fois qu'il est déclaré, on va devoir mettre en jeu des traitements. Et la plupart de ces traitements-là vont aboutir à la stérilité, hein, quand on va commencer ces traitements-là. Dans des cas très exceptionnels de jeunes filles, de filles très jeunes qui ont un cancer vu totalement au début, on peut faire des traitements très conservateurs, c'est-à-dire essayer de préserver la fertilité. Mais c'est souvent des filles vues très jeunes qui veulent vraiment des enfants et un cancer vu très tôt. Mais si le cancer est vu tard, en général, il n'y a pas d'autre moyen que de sacrifier la fertilité de la femme pour lui sauver la vie. Parce que comme je vous l'ai dit, la première partie du traitement, c'est la chirurgie. C'est aller opérer l'utérus, l'enlever. Et en général, on enlève l'utérus, l'ovaire, les ganglions, on enlève tout parce que le cancer va évoluer très vite. Et cette chirurgie, si on enlève l'utérus en général, vous ne pourrez plus concevoir dans cet utérus puisqu'on l'a enlevé. Et ça, c'est la première partie du traitement. Ce traitement chirurgical, cette opération, était le traitement le plus fréquent avant qu'un nouveau traitement ne vienne. Avant qu'on ne parle du traitement, oui, on aimerait savoir les complications du cancer du col de l'utérus. Ça peut conduire jusqu'où? Oui, mais au terme, c'est la mort. Oui. Mais en attendant, vous pouvez avoir, parce que lorsqu'il y a le cancer du col de l'utérus, la femme va saigner. Vous allez avoir des anémies. La tumeur va s'infecter. Vous allez avoir des infections. Si elle évolue un peu au-delà de cela, elle va atteindre la vessie ou l'appareil urinaire et créer un contact entre le vagin et la vessie, ce qu'on appelle des fistules vésico-vaginales. C'est différent des fistules obstétricales. Oui, c'est très différent des fistules obstétrico ou obstétricales. Les fistules obstétricales, oui, c'est très différent des fistules obstétricales. Parce que les fistules obstétricales, elles ne vont pas mettre tout de suite en jeu la vie de la patiente. Elles se traitent facilement. On va les opérer et on peut les guérir. Mais quand la fistule entre le vagin et la vessie, quand la fistule entre le vagin et la vessie est due à une tumeur, le traitement est très difficile. Il faut aller traiter le cancer pour traiter cette fistule. Vous avez les urines qui vont commencer à couler dans le vagin, créant des infections dans le vagin, créant des infections dans la vessie, créant des infections dans l'appareil urinaire. Donc ça peut aller très loin. Vous avez aussi ce qu'on appelle la fistule recto-vaginale, c'est-à-dire le cancer va ouvrir le vagin dans le rectum et les selles vont commencer à couler dans le vagin. Mais ça, ces signes-là, je ne voulais pas en parler parce que c'est des signes très tardifs. Donc c'est la fistule recto-vaginale et parfois vous avez les deux. Vous avez le cancer qui s'est tellement développé qu'il va ouvrir le vagin, la vessie et le rectum ensemble. Donc les selles et les urines passent d'un côté à l'autre de manière indifférente. Et ça, c'est très difficile à supporter pour les patients qui le vivent très mal. Très mal. C'est très difficile pour les patients de supporter cela. Et à part ces complications-là, il y en a d'autres que vous voyez souvent? Il y en a d'autres. Il y a les thromboses des membres inférieurs. C'est-à-dire que les veines qui quittent le membre inférieur, qui viennent dans le reste du corps, vont être comprimées par la tumeur. Si elle continue à évoluer, donc quand elle va dépasser la vessie et tout ça, elle va aller comprimer les vaisseaux sanguins qui quittent les membres inférieurs. Et ça va créer des thromboses, c'est-à-dire des caillots dans les veines des membres inférieurs. Et ça, c'est aussi une situation qui est très difficile à gérer. Ça peut infiltrer les nerfs, ça peut infiltrer les organes de voisinage et créer des douleurs atroces, insupportables. Et bon, il y a encore, ça peut aussi envahir les organes plus loin, envahir le poumon, envahir le foie. Et si ça envahit le foie et que ça empêche le foie de fonctionner, vous avez ce qu'on appelle une insuffisance hépatique et le malade peut en mourir. Ça peut envahir le poumon et donner au malade de la difficulté à respirer. Et donc le malade aussi peut en mourir. Maintenant, à la fin, vous avez ce malade-là qui va décéder si vous ne faites rien du tout. Voilà, donc pour les complications, on en vient donc au traitement. L'une des questions posées par WhatsApp et également sur ma fiche ici, le traitement, la grande question. On sait que comme tous les cancers, ça doit être lourd. Mais on va s'y intéresser et au cas par cas. D'accord. Alors, il faut d'abord le traitement des lésions précancéreuses. Ça, j'insiste dessus. Le traitement des lésions précancéreuses, c'est-à-dire quand la femme va faire son frottis cervico-vaginal fréquemment et qu'on détecte la lésion avant qu'elle ne soit encore un cancer. Alors ça, on va prendre un produit très froid, de l'azote liquide.
qu'on va appliquer sur le col et brûler en fait les cellules. On peut utiliser aussi un laser pour brûler les cellules. Ou alors, si on n'a pas tout ça, un chirurgien peut venir sectionner la partie du col qui est atteinte. Et c'est fini. On n'en parle plus. Ce col-là va cicatriser dans les jours qui suivent et puis c'est fini. On n'en parle plus. C'est fini. Donc ça, c'est le traitement des lésions précancéreuses. Je tiens à vous le rappeler pour que vous voyez l'avantage et la différence. De se soumettre à un frottis. À un frottis et donc de bénéficier de ce traitement des lésions précancéreuses qui est un traitement très rapide. En 5-10 minutes, ce traitement est fait, griller la lésion ou bien aller couper la partie du col, c'est en 5 minutes. Au bloc opératoire, ça se fait très vite. Ça, sous anesthésie locale-régionale, la malade est éveillée, aucun problème. Et après ça, on a fini, on n'en parle plus. Est-ce que c'est une forme d'immunité? Non, ce n'est pas une forme d'immunité parce que lorsque vous avez fait le frottis, on vous a dit qu'il y avait des cellules anormales sur le col. Donc, vous allez griller toutes les cellules qui sont sur le col et l'organisme va fabriquer de nouvelles cellules, toutes neuves, toutes jeunes, qui vont remplacer les anciennes cellules qui étaient folles. Donc, ils sont également sujettes à d'autres... Oui, il faudra continuer à surveiller la patiente, effectivement. Mais bon. Alors que quand vous avez un cancer du col qui est déclaré, quand il est vu très tôt, c'est-à-dire au stade le plus initial, on peut opérer. C'est-à-dire le traitement consiste à enlever l'utérus en entier. En entier. En entier. On enlève l'utérus en entier, on enlève aussi les ovaires et on enlève aussi les ganglions chez la femme. Donc on fait une grosse chirurgie. D'accord? Et parfois ça suffit. Si c'est vu très tôt, ça peut suffire. Mais vraiment très tôt, ça peut suffire. Il y a une nouvelle méthode qui est venue maintenant et qui a fait sa preuve dans le traitement des cancers qui sont vus un peu après, dans les stades un peu supérieurs à ce stade-là. Il y a ce qu'on appelle la radiothérapie. Oui. La radiothérapie est un traitement qui va utiliser des rayonnements ionisants pour aller créer des lésions sur les cellules cancéreuses et les tuer, sans avoir à opérer le malade. Ce traitement est préférable quand la lésion n'est pas vue tôt. Parce que quand la lésion n'est pas vue tôt, la chirurgie, elle est un peu plus difficile. Donc, en ce moment, actuellement, on laisse plus de place à la radiothérapie pour faire ce traitement-là, quand la lésion est vue un peu plus tard. Maintenant, quand la lésion a déjà quitté le col et a déjà envahi les autres organes, ce n'est plus un problème de traitement local. Dans ce cas, on fera plutôt une chimiothérapie pour essayer de voir si on peut encore tuer les cellules qui sont en train de se promener dans l'organisme. Qu'est-ce que la chimiothérapie? La chimiothérapie, c'est l'utilisation de produits, de drogues qui ont pour objectif en fait de tuer les cellules cancéreuses. C'est des produits que vous prenez par la bouche ou que l'on vous injecte dans les veines qui vont se promener dans tout l'organisme et vont tuer les cellules cancéreuses. Où qu'elles se trouvent. Où qu'elles se trouvent. Mais malheureusement, elles tuent aussi quelques cellules normales. Cela va de soi. Donc c'est un peu plus compliqué déjà. Donc voilà un peu de manière schématique les 3 gros groupes de traitements qui vont être utilisés dans le cancer du col de l'utérus. C'est utilisé en même temps ou bien... Bon, c'est vrai que vous l'avez dit, quand c'est découvert très tôt, il y a l'ablation, on peut dire. Oui, la chirurgie, oui. L'hystérectomie élargie. On enlève l'utérus et les ganglions, les annexes, on emporte tout avec le col. Mais ça, il faut, pour pouvoir appliquer ce traitement, il faut que le cancer du col soit vu tôt. Il est déjà un cancer, mais il est vu tôt. Au-delà de ce stade-là, quand ça approche les stades 2, parce qu'on les classe en plusieurs stades. Déjà au stade 2, c'est la radiothérapie qui est maintenant le meilleur traitement. Ce qui est admis maintenant, c'est que la radiothérapie est maintenant le meilleur traitement des cancers du col, surtout quand c'est déjà au stade 2. C'est maintenant la radiothérapie qui est le meilleur traitement. La chirurgie, elle est bonne pour certains cancers du stade 1. Quand on s'approche du stade 2, la radiothérapie commence à devenir plus intéressante pour le malade. Et quand on s'approche du stade 4, la chimiothérapie commence à devenir le meilleur traitement pour le malade. Voilà un peu de manière schématique comment ça évolue. Oui, sinon la semaine passée, vous nous avez parlé d'un traitement pluridisciplinaire donc, qui prend en compte plusieurs secteurs du traitement du cancer. Est-ce que dans ce cas, par exemple, quand on est au stade après la radiothérapie, la chimiothérapie par exemple, est-ce qu'il faut adjoindre tous les autres secteurs dont vous avez parlé? Oui, j'ai été un peu schématique. Sinon, oui, on peut associer la radiothérapie à la chimiothérapie. C'est ce qui se fait d'ailleurs, ce qu'on appelle la radiochimiothérapie. Et ça dépend des pays et des référentiels. Parfois, on peut avoir à opérer avant ou après. Parce que si la radiothérapie et la chimiothérapie ont échoué, on peut demander au chirurgien de revenir pour réopérer. Donc, c'est toujours un traitement pluridisciplinaire. Dans tous les cancers,
c'est un traitement pluridisciplinaire. Plusieurs spécialistes se mettent ensemble et décident du traitement. À chaque étape du traitement, on peut faire appel à un des spécialistes pour revenir refaire le traitement. Ça dépend du malade au cas par cas. Donc, traitement au cas par cas, ça dépend de l'étendue de la maladie. C'est ce qu'il faut retenir donc de cette partie de l'émission. Une émission même qui s'achève hein, petit à petit, progressivement. On est presque au terme de Focus Santé de ce jour. Mais je tiens à ce qu'on revienne sur cette question-là. Le vaccin, pour qu'on finisse, ça sera notre conclusion sur cette émission. Je vais vous permettre de rappeler un peu ce qu'on peut faire en ce qui concerne le vaccin pour se prémunir contre le cancer du col de l'utérus. Alors, le vaccin, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut l'administrer aux jeunes filles avant les premiers rapports sexuels. C'est la première chose. Deuxième chose, ce vaccin va protéger, ça dépend un peu des auteurs, entre 70 et 100% des jeunes filles qui sont vaccinées. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est le coût du vaccin. Vous l'avez dit, ça fait 2 à 3 fois le SMIC et ce n'est pas très accessible pour nous actuellement au Bénin. Heureusement, l'Agence nationale de vaccination va commencer cette année une démonstration du vaccin sur 2 communes du Bénin. Et les filles vont être vaccinées gratuitement dans ces 2 communes. Et puis, si les populations accueillent bien cette vaccination et que tout se passe bien, le ministère de la Santé va voir comment on pourrait éventuellement intégrer cette vaccination à toutes les autres vaccinations pour que toutes les jeunes filles puissent en bénéficier. Mais en attendant, si vous voulez vous faire vacciner aujourd'hui, il faut aller voir votre gynécologue ou votre médecin, prendre les conseils et aller l'acheter en pharmacie parce que le vaccin est déjà disponible en pharmacie au Bénin. D'accord. Voilà donc pour le vaccin et pour les femmes déjà sexuellement actives, il y a le frottis cervico-vaginal qui donc est en test de dépistage qui permet de pouvoir se prémunir contre ce cancer du col de l'utérus. C'est déjà la fin de cette émission. Je rappelle que j'étais en compagnie du docteur, le cancérologue Freddy Nyonyon du CNHU de Cotonou.